Alors bonjour Étienne Klein, merci d'avoir accepté de reprendre cet entretien. Donc nous en étions arrêtés à Gilbert Garcin. Il y avait des images qui vous appelaient, qui vous rappelaient des concepts par rapport à la science. Donc je vous remercie d'avoir choisi plusieurs images et de nous dire à quoi elles vous font penser. Là, on a une image de Gilbert Garcin qui saisit une horloge entre ses mains, qui se saisit du temps, si on pousse la métaphore un peu plus loin. Et ça pose la question de savoir si le temps dépend du sujet ou pas. Est-ce qu'on a là affaire à un temps propre, s'il y a un temps qui est le sien, ou est-ce qu'il s'agit du temps de l'univers? Dans quelle mesure l'écoulement du temps dépend-il de la conscience du sujet qui l'éprouve? C'est des vieilles questions qui posent à la fin la question de savoir ce qu'on appelle le temps. Est-ce que c'est quelque chose qui se donne objectivement et qui a une réalité indépendante de nous? Ou est-ce que le temps est un produit de la conscience? Et si c'est un produit de la conscience, alors comment peut-on expliquer qu'il ait pu apparaître une conscience dans l'histoire de l'univers après qu'un certain temps se soit écoulé? Parce que nous savons aujourd'hui que la conscience a une histoire, elle n'a pas toujours été là, elle est un produit d'évolution. Et si on pense que la conscience est le moteur du temps, alors on doit comprendre comment le temps a pu passer avant que la conscience apparaisse dans le temps. Et donc on a là une photo, enfin un photomontage, tout simple, à propos duquel on pourrait gloser pendant des heures. Ça s'appelle espace et temps. Il y a une gradation, là, une gradation. Donc, est-ce que par rapport à la durée, certainement, je ne sais pas comment interpréter ça. C'est peut-être un marquage du temps cosmologique, ça. C'est comment le temps du sujet, le temps local, le temps qui donne à l'individu la conscience d'un présent s'installe dans un temps cosmologique. Enfin, on peut le voir comme ça. Alors, celle-ci. Celle-ci, elle fait penser à l'espace-temps, elle fait même penser aux travaux d'un théoricien qui s'appelle Roger Penrose, qui avait tenté de montrer comment on peut reconstruire l'espace-temps à partir des géodésiques qui sont les trajets de la lumière. Car la lumière tisse une espèce de maillage à partir duquel on peut reconstruire l'espace-temps lisse et continu tel qu'on le connaît. Et donc on a là une représentation en fait assez angoissante de l'espace-temps tel qu'il est conçu dans la conception qu'on appelle l'univers bloc. L'idée que l'espace-temps en fait est une arène qui est présente de toute éternité. Elle a toujours été là et tous les événements sont disposés dans cette arène, qu'ils soient présents, passés ou futurs, ils ont la même réalité, ils ont la même ontologie. Et ce qu'on appelle le présent, c'est simplement l'endroit qui est marqué par notre présence. Autrement dit, c'est notre présence qui définit le présent. Et là, on a deux personnages qui semblent indépendants l'un de l'autre, complètement décorrélés, qui semblent marquer un présent qui leur appartient et qui ne vaut que pour eux-mêmes. En même temps, il y a des lignes de convergence. Il y a des lignes de convergence. Elles ne se recoupent pas. On peut toujours imaginer des lignes de convergence. Il peut y avoir des croisements, mais je ne crois pas qu'il y ait des lignes d'univers qui soient identiques, en l'occurrence pour les deux personnages, qui sont condamnés à une forme de solitude. Ça reprend votre livre, là, vous avez écrit sur le discours sur l'origine de l'univers. Donc c'est toujours la question, est-ce que l'univers a une origine? Et même si ce sont des univers bulles qui reviennent régulièrement, il doit bien y avoir un départ quelque part. Un départ quelque part, c'est vous qui le dites. C'est-à-dire que moi je pense qu'on ne peut penser l'origine de quelque chose, on ne peut la décrire qu'en la décrivant comme l'achèvement d'un processus qui l'a précédé. Autrement dit, raconter l'origine de quelque chose, par exemple des atomes ou des noyaux d'atomes dans l'histoire de l'univers, cela peut se faire en racontant les processus qui se sont déroulés lorsqu'il n'y avait pas d'atomes ou de noyaux, et dont les noyaux et les atomes sont l'aboutissement. Donc raconter l'origine de quelque chose,
c'est raconter ce dont cette chose est la conclusion. Et donc ça suppose une antériorité à la chose. Ça suppose une antériorité à l'origine proprement dite. Et autant on peut dire que ça marche bien pour les atomes et les noyaux d'atomes, autant pour l'univers lui-même, ça pose un problème, puisque ça supposerait qu'il y a eu une histoire avant l'univers, ou avant son origine, et penser une histoire avant l'origine de l'univers, c'est contredire l'idée même d'origine. Et donc moi je pense qu'à chaque fois qu'on tient un énoncé en disant l'univers a une origine, et cette origine c'est ceci ou cela, je vais éternuer. Ah, vous Donc je disais, à chaque fois qu'on tient un discours par lequel on dit que l'origine de l'univers c'est ceci ou cela, autrement dit, à chaque fois qu'on nomme quelque chose qui serait en amont de tout le reste, on tient un discours qui est contradictoire, qui contredit l'idée d'origine. Parce que ou bien cette chose qu'on met en amont de toutes les autres a toujours été là, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'origine. S'il y a toujours eu quelque chose, il n'y a pas eu d'origine. Ou bien cette chose qu'on met en amont de toutes les autres est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée. Et à ce moment-là, c'est pas l'origine. Et donc, l'origine peut être pensée, sans doute, mais elle ne peut pas être désignée sans que cela la mette en contradiction avec l'idée qu'elle représente. Ce sont des choses assez complexes. Alors, celle-ci. Celle-ci montre, moi je la vois comme une manifestation de la gravitation. On a l'impression d'une verticale qui est tracée par le champ gravitationnel. Et moi je la vois comme une tentative d'insérer la gravitation dans un espace-temps fixe. C'est ce qu'Einstein a essayé de faire dans les années 1911-12, quand il était à Prague, d'essayer de concilier la gravitation avec la relativité restreinte, qui promeut un espace-temps comme ça, statique. Et quand il a constaté que ça ne pouvait pas se faire, il a choisi des géométries plus exotiques, notamment des géométries courbes, et ça a donné naissance à la relativité générale. Et donc, je vois ce photomontage comme une illustration de la tentative einsteinienne de faire une théorie relativiste de la gravitation. On a l'impression que le poids vient se poser comme un cheveu dans la soupe de l'espace-temps. On ne sait pas trop comment le regarder, quelle position on doit lui attribuer, est-ce qu'on peut parler d'une verticale. Et donc, oui, ça parle. Il y en avait une dernière, alors deux. Celle-ci s'appelle Direction. Direction, oui, la question c'est comment est-ce qu'on peut orienter l'espace. Est-ce que l'espace est absolument isotrope? Est-ce que toutes les directions sont équivalentes? Ou bien est-ce qu'il y a des directions privilégiées? Si on rapporte ça à la simple question du temps, non pas à l'espace-temps mais à un temps tout seul, est-ce qu'il y a une flèche du temps? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une direction du temps qui fait que le temps a un cours qui l'empêche de repasser par des positions qu'il a traversées dans le passé? Ou bien est-ce que finalement c'est nous, observateurs, et là on a un seul observateur, qui déterminons par notre présence et par le fait que nous suivons notre ligne d'univers une espèce d'écoulement qui aurait un sens bien défini dans l'espace-temps. Et donc, qu'est-ce qui fait que nous avons l'impression qu'il y a un ordre du temps? Est-ce que c'est notre mouvement qui crée cette impression? Ou bien est-ce qu'il y a un ordre intrinsèque à l'espace-temps que nous découvrons tel qu'il est? Est-ce que nous le fabriquons ou est-ce que nous le recevons? C'est un peu ça la question. Et alors la dernière? La dernière, moi je pensais à des tentatives qui sont faites en physique de reconstruire l'espace-temps à partir d'un inframonde dans lequel il n'y a pas d'espace et pas de temps. Et par exemple, on peut penser à un écoulement du temps qui soit discontinu. Il y a du temps, puis de temps en temps il n'y a plus de temps, puis ça reprend, etc. Avec l'idée que
le temps a un cours qui se construit pas à pas. C'est-à-dire que le cours du temps, il pousse un peu comme la tige d'un arbre ou d'une plante. C'est-à-dire qu'au-delà de lui-même, il n'y a rien. Et c'est sa progression continue qui fait que, petit à petit, on vient coloniser le néant pour y installer des moments présents. Et là, en l'occurrence, il le construit quasiment à la main. Donc j'aime bien cette idée que, au lieu de considérer le temps comme quelque chose qui est donné, qui a un cours transcendant par rapport à nous, il serait là l'objet d'une construction qui viendrait de nous, que nous serions en quelque sorte les architectes du temps, quoi. C'est des choses que certains aspects de la physique théorique peuvent laisser penser, par exemple. En même temps, ça devient de plus en plus fragile. Oui, alors après, on peut essayer d'interpréter ce qu'on perçoit en termes de... Ah oui, en même temps, si on dit que le temps passe, s'il est vrai qu'il passe, à mesure qu'il passe, il devrait devenir de plus en plus proche de son trépassement, c'est-à-dire qu'il devrait finir par s'affaiblir. À force de passer, on s'use. Donc là, il y a l'idée d'une usure du temps, et pour le coup, la physique n'en rend pas compte, puisque pour Einstein, non, plutôt pour Newton, le temps est absolument indépendant du temps, c'est-à-dire sa façon d'être le temps ne dépend pas du temps. Et donc là, on aurait une sorte d'amortissement dont la physique ne se fait pas l'écho. Alors, une deuxième...